Ah non, ça va, excusez-moi. Quelle est votre rangée? La 16. Bien continué. Merci. À Vladivostok, on remarque d'abord la forte présence de touristes chinois. Voici l'entrée. Attention, attention. C'est du steak russe ? J'aime comment ils gèrent les Chinois, ils leur montrent déjà que Staline est ici. Salutations depuis l'aéroport de Pyongyang en Corée du Nord, la République populaire démocratique de Corée. L'unique aéroport international de Pyongyang, Corée du Nord. Et aujourd'hui, je prends l'avion pour Vladivostok, de retour après avoir passé quelques jours en Corée. Nous avons passé 5 jours à visiter plusieurs villes, comme vous l'avez sûrement vu sur la chaîne. Et maintenant, je vous laisse filmer ce retour à la maison, retour en Russie. L'aéroport est tout neuf, super propre. Alors, il y a plusieurs boutiques, boutiques de souvenirs. Ce sont les mêmes souvenirs que vous pouvez trouver lors de votre voyage en Corée, qui sont vendus aux touristes. Il y a aussi quelques cafés, et même un salon business. Non. Ah, non, ça, ok. Excusez-moi. La différence avec ce que je pensais avant de venir. Il y a beaucoup de Coréens qui quittent leur pays, principalement pour aller en Russie ou en Chine, dans ce cas-ci en Russie. Il y a aussi beaucoup de Coréens assis ici qui vont en Russie, je ne sais pas pourquoi. Je suppose que c'est pour travailler ou un échange commercial ou économique. Et en ce moment, il y a 3 avions prévus pour aujourd'hui. Ils partent tous avec environ 20 minutes d'écart. Il est environ 8h30 du matin. Toutes les 20 minutes, un avion Air Koryo décolle, la seule compagnie présente ici. Avant de partir, l'incertitude de la fouille de nos téléphones, caméras et ordinateurs. La plupart des touristes pensèrent à la recherche d'images interdites, mais tout s'est déroulé très calmement. Nous nous sommes levés vers 7h du matin, au son de la musique patriotique dans les rues de Pyongyang. Après le petit déjeuner habituel, nous avons pris le bus pour l'aéroport. La veille, certains des 100 touristes du groupe ont discuté ensemble. Nous avons pris un verre au restaurant tournant jusqu'à ce qu'on nous demande gentiment de partir vers 1 ou 2 heures du matin. Nous avons poursuivi dans le couloir près de la chambre. Au restaurant, les bières coûtaient 1,50 $ et il était autorisé de fumer et de consommer des alcools forts. En route vers l'aéroport, nous avons dépassé la gare de Pyongyang. Arrivée habituelle des touristes venant de la ville frontalière chinoise de Dandong. Le bâtiment est de style classique socialiste, caractéristique de l'époque de Staline, conçu pour impressionner et projeter la force de l'État. Les hauts plafonds, le granit et les éléments d'architecture classiques, tels que colonnes et reliefs, lui confèrent une touche à la fois robuste et élégante. Au centre, la tour avec l'horloge et les portraits des dirigeants. De chaque côté, des affiches de soutien comme Kim Jong-un et le soleil du Juche ou Louange à la famille Kim. De chaque côté de la tour de l'horloge, 2 sculptures, une paysanne et un ouvrier symbolisant campagne et industrie. Le système ferroviaire de la Corée du Nord peut être considéré comme un pilier essentiel de sa matrice de transport. Construit par les Japonais au début du siècle dernier, après la guerre de Corée, il a été reconstruit et étendu avec l'aide de l'Union soviétique et de la Chine. L'écartement des voies a été adapté à la norme soviétique, avec environ 5000 km de voies. Bien qu'ils aient utilisé pendant des décennies des trains et locomotives chinois et soviétiques, ces dernières années, ils se sont modernisés avec des équipements de fabrication nationale. Les dirigeants, lors de leurs visites dans d'autres pays, généralement en Russie ou en Chine, voyagent souvent dans un train blindé pouvant dépasser 20 wagons. Ce train blindé est une forteresse mobile, équipée pour voyager et travailler. Pour des raisons de sécurité, il ne dépasse pas les 60 km à l'heure. Il comprend des canons, des soldats pour le protéger, de grandes salles de réunion et des cabines équipées, bien que les images soient rares. Certains disent que cette habitude de voyager en train remonte à Kim Il-sung, le grand-père du dirigeant actuel, qui utilisait beaucoup le train pour ses déplacements à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Une tradition reprise par son fils puis son petit-fils. Dans les rues, des groupes de mères et de femmes encourageaient arquent les passants par des chants et des chorégraphies. Les pancartes qui nous avaient accueillis le premier jour nous disaient maintenant « au revoir ». Il était temps pour nous de dire au revoir à ce pays énigmatique et hermétique, unique au monde et qui n'a laissé personne indifférent. Déjà à l'aéroport, on nous a rendu un par un nos passeports, qui étaient des restés sous la garde de nos guides pendant les 5 jours du circuit. Nous avons laissé les bagages et sommes allés au comptoir. Contrairement à ce que beaucoup d'autres voyageurs racontent, on ne nous a pas fouillés à la sortie et personne n'a vérifié ce que nous avions filmé. Tout s'est passé assez rapidement et sans encombre. Une fois les contrôles passés, nous étions prêts à embarquer pour rentrer à la maison.
Tout comme à l'aller, où nous étions venus à bord d'un classique soviétique de l'aviation, le Tupolev Tucson 54 cette fois-ci ne ferait pas exception. Selon l'immatriculation P885 de cette Ilyushin 62, construit en 1979, il a rejoint Air Koryo en 1987. Il est en service depuis 46 ans et vole pour la compagnie coréenne depuis 38 ans. Le design et les composants paraissaient anciens, mais très bien entretenus. Par curiosité, la flotte d'Air Koryo compte 4 modèles comme celui-ci, dont un réservé à l'usage présidentiel. Quelle est votre rangée? La 16. Bien continuer. Merci. Ils chauffent déjà les moteurs. Ils nous ont donné le Pyongyang Times, comme toujours, pour en profiter. J'ai été stupéfait en entrant. La vapeur qui sortait dans la cabine, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. Je pense que c'était rare quand j'étais petit. Oh là là, mes oreilles aveugles se boucheront déjà. Je ne sais pas si c'est le démarrage ou le bourdonnement. On décolle, allons-y. Allez, petite. Je me suis mis à lire le journal, là, un moment, avant de décoller. J'ai été frappé par le type de nouvelles qu'on peut y trouver, allant des faits historiques aux annonces de l'ego coréen. Et puis une histoire qui parlait de comment un colonel, après avoir été démobilisé, il est parti au village pour devenir berger et s'occuper de quelques chèvres, et finalement il a fini par reboiser avec de grands noisetiers, comme ils les appellent. Toute une forêt, une colline, ils disent qu'il a fallu 10 ou 12 ans pour la planter. Et le village a été stupéfait par la décision de ce colonel de se retirer et de vivre une vie stoïque et en connexion avec la nature. Ils viennent d'apporter le hamburger qu'on lui sert toujours, comme à l'aller. À votre santé. Et voici la salle de bain, une vraie salle de bain soviétique. Regardez comme c'est ancien. Ah, avec cette manivelle. Regardez, le confort de l'aviation d'il y a 50 ans. Un bouton pour appeler l'hôtesse, un petit écran au cas où il faut retourner à sa place, et ici, pour brancher le rasoir électrique. Les sièges s'inclinent aussi, la partie où tu poses les fesses. Salutations de Vladivostok. Je me trouve dans ce qui était autrefois une ville fermée à l'époque soviétique en raison de son importance stratégique militaire et parce que le siège de la flotte soviétique s'y trouvait. Derrière moi, j'ai rien de moins qu'un sous-marin, le S-56, acteur clé lors de la Seconde Guerre mondiale et la Grande Guerre patriotique. J'ai encore quelques heures avant de prendre le transsibérien et je veux vous montrer un peu plus cette ville. Allons-y. En arrivant à Vladivostok, on remarque surtout le grand nombre de touristes chinois. Dans une attraction touristique comme le sous-marin, c'est encore plus évident. Voici l'un des groupes, tous ceux que vous voyez ici, des bus qui commencent sur ce trottoir, 10-20 bus remplis de Chinois. Regardez, je visite Vladivostok avec Victoria, une Russe que nous venons de rencontrer. Salut, très bien, et avec Miguel de Paradis en Asie. Salut, Nous sommes déjà à l'intérieur du sous-marin, voici l'entrée. Ouh, fais attention. Il faut faire attention, ne te cogne pas la tête. Miguel.
dans la marine russe, mec. Oui, oui. Regardez, on vient d'entrer, il y a d'abord un musée. C'est rempli de Chinois, comme d'habitude. Et voilà que les vannes commencent bon déjà ici, comme à Kaliningrad. Fais attention à ta tête. Regardez, nous sommes déjà dans la salle des cabines. Ici, il y aurait sûrement le capitaine. Ce sous-marin est le S-56 et il a été lancé des chantiers navals de Vladivostok en 1939. Il a eu un rôle clé durant la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'il ait été construit dans les chantiers navals de Vladivostok, ils l'ont envoyé dès le début de l'opération Barbarossa, vers la péninsule de Kola en direction de l'Atlantique Nord. Et là, il a terminé avec 14 navires ennemis. J'adore comment il gère les Chinois, il leur montre déjà que Staline est ici. Ceci serait la zone où les officiers se réuniraient. Là-bas, c'était la cabine du capitaine, le portrait de Staline, très important. Regardez ces petits meubles d'époque. Il a effectué des patrouilles pendant environ 20 ans, même si la période la plus active a été, bien sûr, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouh. Voyons ce que ça donne en passant par les écoutilles. Aussi une information importante. Un fait curieux, c'est que c'était le premier sous-marin soviétique à faire le tour du globe. Et pour se rendre à la péninsule de Kola, il ne l'a pas fait par l'Arctique, mais il est passé par le détroit de Panama. C'est quelque chose qui ne s'est pas reproduit avant plusieurs décennies, à cause de la guerre froide. Regardez ici les morceaux de torpille qu'ils ont préparés et leurs mécanismes internes. Mon Dieu, ouf! Jetez un coup d'œil. Je suppose que la charge explosive va ici, non? Je n'y connais pas grand-chose, ne tenez pas trop compte de mes propos. Et tout ça, c'est le système, le moteur qui propulse la torpille sous l'eau. Ça le fait. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu penses du sous-marin Victor? Très cool, sincèrement. Victor s'est appuyé sur l'histoire du sous-marin. On sait exactement toutes les vicissitudes que le sous-marin a traversées pendant la Seconde Guerre mondiale. Un petit peu, quelques notes que la dame de la billetterie m'a soufflées là-bas. Demande-leur plutôt quelques impressions de ma part aux Chinois. Qu'est-ce qu'ils pensent du sous-marin? Très beau, très bien. Bien, merci. Bonjour. Merci. Bonjour. Miguel a été enlevé par les Chinois. Il lui demande des photos. Le célèbre en Chine, Miguel. Bon, et avant que Miguel ne soit enlevé... Au revoir. Au revoir. Une vue panoramique ou globale de ce que représentaient les cabines. Je ne sais pas combien de membres d'équipage il y avait ici. Je crois qu'il y en avait une quarantaine, c'est ce que m'a dit la personne à l'entrée. Et voici les couchettes où il dormait et les torpillets qu'il lançait tant par ses capsules, des tubes lance-torpilles avec la classique étoile rouge, ici. Qu'en penses-tu? Très intéressant et peu d'espace. C'était la première fois? Non, c'est pas la première fois, j'en ai visité un à l'école. Eh bien, tant pis. Comme vous pouvez le voir, la visite de ce sous-marin se termine ici. Visite rapide. Nous poursuivons vers Vladivostok. J'ai jeté un coup d'œil à ce que vous pouvez trouver en face du sous-marin. Nous avons déjà ici les chantiers navals et une partie de la flotte du Pacifique, dont le siège se trouve ici à Vladivostok. Regardez-moi ces énormes navires et ces énormes antennes qu'ils ont là, mon Dieu. Si vous voyez ce pont, il s'appelle le pont d'or ou le pont doré. Je ne sais pas si la caméra le montre bien. Il est strictement interdit de traverser à pied et de s'arrêter en voiture. Ceci est lié à la sensibilité stratégique et à la présence d'objets militaires sensibles ici. Bien que ce soit la construction du Transsibérien à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, qui a vraiment dynamisé l'économie de Vladivostok. Sans aucun doute, il y a eu un changement radical lorsque la Révolution rouge a éclaté et que la guerre civile russe a commencé, puis que le pouvoir soviétique a été instauré. Les soviétiques ont rapidement compris l'importance d'un port ici et en ont fait le port le plus important de tout le Pacifique. En ce moment, je me trouve sur l'une des places les plus emblématiques de Vladivostok, la place de la Révolution. Et ici, vous avez justement un monument qui rappelle ces jours de 1917 à 1922.
dédié à tous les combattants des soviets en Extrême-Orient. Voyez ce magasin de fruits qu'on a trouvé dans ce sous-sol. Je n'avais jamais vu ça. Normalement, il y a plein de magasins, de lunettes, de sacs, de vêtements de grand-mère, mais des fruiteries, jamais. Nous avons fait une petite promenade de 5 km jusqu'au phare, ici à l'extrémité de la péninsule où s'étend Vladivostok, la ville. Et je veux que vous y jetiez un coup d'œil. D'ici, on voit très bien le pont à haubans, avec la distance entre les colonnes, entre les pylônes, la plus longue du monde. Construit pour le sommet de la coopération économique Asie-Pacifique, il a été achevé en 2012. Et c'est alors qu'il a remporté le titre du plus long du monde. Le pont de la Corne d'Or, qui est celui qui relie, disons, le centre-ville, ainsi que celui-ci, le pont de l'île Rouski, ont été construits pour ce sommet. C'est vraiment impressionnant. C'est l'une des plus grandes œuvres d'ingénierie de toute la Russie. Et cela permet d'étendre la ville de Vladivostok également sur cette île qui se trouve au sud de la ville. Là-bas, c'est la ville de Vladivostok, le centre, et en traversant ce pont, vous arrivez sur l'île Rouski, également assez grande. Ici, on ne voit que le début, mais ça continue plus loin. Si vous venez par ici, vous verrez qu'il y a aussi plein de Chinois, et beaucoup de gens qui font du wakesurf, de la voile. Il y a beaucoup de sports nautiques ici, et bien sûr des cargos partout. Ça, c'est indispensable à Vladivostok. Et en fait, quand la ville a commencé, ce que je n'ai pas encore dit, quand la ville a été inaugurée, c'était un port franc, pour attirer des investissements ici et générer de la croissance. Regardez, il y a quelque chose dont je voulais vous parler ici, à propos de Vladivostok et de l'Extrême-Orient russe. C'est que c'est plein de voitures japonaises, avec le volant à droite, comme dans ce taxi où nous sommes. Vous comprenez ce texte ? Kawasaki sont que les batteries, c'est une hybride. Avec le traducteur, on comprend, tu le mets en espagnol et tu sais où est le chauffage, la climatisation. Depuis combien de temps travaillez-vous avec des voitures japonaises ? C'est ma 2e année. Si vous vous promenez dans le centre de Vladivostok, vous verrez de nombreuses maisons datant du début du XXe siècle, qui contrastent fortement avec les maisons en périphérie de la ville, qui sont de style plus soviétique, ou même ces gratte-ciel résidentiels typiques, vitrés, modernes, du XXIe siècle. Maintenant, nous sommes venus manger comme toujours, comme il se doit dans une vidéo, de la cuisine locale dans l'un de ces bâtiments historiques. Ça s'appelle Nieridai, ne pleure pas. C'est dans un bâtiment qui était un hôtel et qui a 101 ans. Ici, comme vous le voyez, ce restaurant, même s'il est maintenant rénové, est passé d'un restaurant-cafétéria familial à une estalobala, sorte de cantine. Mais je veux vous le montrer. Hier, j'étais ici et ça m'a totalement époustouflé. Alors allons à l'intérieur. Regardez la file d'attente qu'il y a. Je vais vous le montrer plus en détail maintenant, mais vous pouvez déjà voir que cet endroit a de la classe. L'intérieur est spectaculaire, on dirait qu'on est dans le café du théâtre Bolchoï. Regardez. Et il y a même un piano à queue ici, où les gens se réunissent pour jouer l'après-midi. Et il y avait même une violoniste hier quand nous sommes venus, que Miguel et moi avons découverte hier, et nous étions stupéfaits. Il y avait une violoniste qui jouait du violon ici, dans une cantine. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Voici la liste des concerts. Jeudi, vendredi et samedi, Royal et Alt, c'est-à-dire le piano et le violon. Excuse-moi, ça doit être agréable de travailler dans un endroit avec autant d'histoire, non ? Oui. Je n'ai jamais vu une cantine comme celle-ci. Et toi ? Moi non plus. Serre-moi un kvass, s'il te plaît. Nous avons déjà du kvass, nous pouvons fonctionner. Miguel, dis-nous qui t'a marqué parmi les visiteurs de cet endroit.
Eh bien, nous avons ici un Vietnamien illustre. Nous avons Oncle Ho Minh. Incroyable, Ho Chi Minh a été ici et aussi Amundsen, le chercheur de l'Arctique. Des personnages illustres. C'est un steak russe? Pomme de terre. Pommes de terre avec du poulet? Avec du poulet, avec du poulet. Comment tu te débrouilles avec le russe? Eh, oui, bien, il se débrouille, il se débrouille. C'est un polyglotte, Miguel. Vous avez plein de choix ici en légumes et tout le reste. Et les prix sont vraiment bas, c'est-à-dire la portion de 100 grammes, 2 €. Merci. La seule chose qui est plus chère, ce sont les saucisses, qui coûtent presque 300 roubles. Ici, les steaks russes, avec fromage et tomates, par exemple, 140. Bonjour. Vous n'avez pas de sirniki aujourd'hui? Il n'y en a plus. Il y en avait ce matin. 595 roubles. Merci. Qu'est-ce que tu as commandé? Une soupe de poulet et un steak russe de poulet avec de la purée de pommes de terre. Combien ça a coûté au total? 300 roubles. Je ne pouvais pas partir sans goûter au célèbre crabe du Kamtchatka. Je ne sais pas si c'est celui-là, mais au total, ça m'a coûté 5 €, une salade de crabe, un bouillon de poulet. Rien de spécial, et ici un steak russe avec un œuf et de la gritchka, le sarrasin. Donc voilà, je vais me régaler maintenant. À votre santé, me dit Victoria. Ce n'est pas seulement du Kamtchatka, ça peut aussi être le crabe de Sakhaline. Et là-bas, peut-être qu'un crabe de 7 kilos te coûte 15 €. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas du vrai crabe. C'est pâtes. Regarde, cette porte est si ancienne, elle date de 1909. Quelque histoire sur les portes de cette étable. Jolie couleur rosée. Comme de petites princesses. Comment dit-on princesse en russe? Princesse. Princesse, notre tsarine aujourd'hui. Tu penses que la grande roue date de l'époque soviétique? Oui, c'est très évident. Eh bien voilà, pour terminer la vidéo, une vue d'en haut du carrousel. Enfin, comme on dit. Comment ça s'appelle en espagnol? La Noria. La Noria, j'avais oublié. La Noria soviétique de Vladivostok. Merci Miguel. Les Russes eux-mêmes disent que la Russie est un pays européen avec une âme asiatique. Par curiosité, je regarde le prix des melons et pastèques dans l'Oural. Excusez-moi. Combien coûte un kilo de melons ?